Il faut être toujours bienveillant envers les gens parce que tu ne sais pas qui sera derrière une porte un jour. Et peut-être c'est cette porte-là qui va t'emmener vers, voilà, qui va s'ouvrir à toi, qui va t'emmener dans ta destinée. Quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton intelligence, traiter les gens avec bienveillance. Et moi, j'ai grandi dans une famille où la bienveillance était la règle de tous les jours. Chez ma mère, tu peux pas cuisiner et à la fin que la nourriture finisse. Et des dollars coton. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et dans le quartier, on a surnommé notre maison la maison du peuple. Tout le monde peut venir manger, prendre quelque chose et partir. Donc voilà, la bienveillance, c'est une règle qui m'accompagne tous les jours que Dieu fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clémou Halayo, l'émission qui met en lumière des femmes extraordinaires. Aujourd'hui, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Ulrich, un as du digital. Et bonjour Ulrich. Bonjour Salim. Comment tu vas? Ça va, ça va. Super. Je te laisse présenter notre invité du jour. D'accord, ça marche avec plaisir. Ok. Alors aujourd'hui, nous avons Madame Essie Kodji, épouse Diallo. Elle a fait le secteur de la finance pendant 16 ans. Et on va dire qu'un beau matin, elle a décidé d'aller entreprendre, de suivre son rêve ou sa passion. Ah ouais? Oui, et aujourd'hui, elle est consultante formatrice dans le secteur du service client. Voilà. Alors, nous l'avons aujourd'hui, nous allons parler avec elle de son parcours. Ok. Elle va nous expliquer un peu quels ont été les défis qu'elle a rencontrés, pourquoi elle a laissé tomber un secteur aussi juteux pendant 16 ans et elle est partie entreprendre. Et je pense que comme elle, il y a beaucoup de femmes et même d'hommes qui ont peut-être ce rêve-là, cette ambition-là, mais n'arrivent pas à avoir le déclic ou ont peur de faire le pas. Donc je pense qu'avec son histoire, on pourra voir quelles sont les possibilités. Elle pourra nous dire un peu comment faire le pas là. Et on pourra apprendre vraiment des différentes problématiques qu'elle a eues pendant son parcours. Super. Alors, on vous présente alors Essie. Bonjour Essie. Bonjour Salim. Bonjour Ulrich. Bonjour. Comment vous allez? On va super bien. Et toi? Ça va. C'est un plaisir de te recevoir là dans notre podcast. Le plaisir est partagé. Alors, dis-nous, qui est ici? Alors, Essie est consultante et formatrice en relations clients. À la base, je suis diplômée en marketing international parce que j'avais fait le master en affaires internationales, donc je me suis spécialisée dans le marketing international. Alors, j'ai démarré ma carrière dans le secteur bancaire où j'ai passé 16 bonnes années. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, 16 années. Alors, j'avais démarré ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire. Ok. Et tous les postes que j'ai eu à occuper étaient en contact avec la clientèle. Okay. Donc, j'ai démarré avec la caisse, après chef caisse, chef service client, directrice d'agence et responsable des opérations. Ok. Ah, quand même, tu as quand même gravi les échelons. C'est ce que j'allais Bien dire. sûr, parce que 16 années, c'est beaucoup. Donc, et au cours de ces 16 années, j'ai nourri ou bien j'ai fait grandir en fait ma passion pour la relation client. Okay. Et je suis vraiment passionnée des relations humaines de manière générale et de la relation client en particulier. Et aujourd'hui, depuis 2022, je me suis lancée dans la création de mon propre cabinet. Et le cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, dans tout ce qui est gestion de relations clients. Donc, nous accompagnons nos clients sur 3 grands projets. Le premier projet, c'est de faire l'audit de leur expérience client. Et quand on parle de l'audit de l'expérience client, c'est faire les enquêtes de satisfaction pour savoir ce que les clients pensent
de la relation client d'une entreprise. D'accord. Et dans tout ce qui est audit de la relation client, on fait également le client mystère. Et ça nous permet, ou bien ça permet aux clients entreprises de savoir comment le professionnel en contact avec la clientèle interagissent avec les clients. Ok. Et le deuxième projet sur lequel nous accompagnons nos clients, c'est la formation de leur personnel sur les thématiques de la relation client. Okay. Donc, on va aller sur tout ce qui est know-how, comment accueillir les clients, comment traiter les réclamations. C'est important. En tout cas, ça, là, ici au Togo, je me dis qu'on en a besoin. Hein. C'est clair. Voilà. Et le dernier projet sur lequel nous accompagnons les clients, c'est la mise en place des stratégies de fidélité client. Ok. Et aujourd'hui, le cabinet a son siège basé à Dakar. Ok. Et Donc, de base, tu es à Dakar, tu n'es pas à Lomé. Oui, je suis basée à Dakar. Donc, l'entreprise, tu l'as commencé à Dakar. Bien sûr. Ok. Et du coup, pendant une année d'activité, nous avons pu couvrir 6 pays de la sous-région, c'est-à-dire le Sénégal, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Bénin. Donc, Félicitations. tu te déplaces beaucoup. Bien sûr, je voyage très, très souvent pour les missions. Ok. Maintenant, là, tout à l'heure, je disais qu'au Togo, on en a besoin parce que je me dis, en termes de relations clients, on en manque ici. Hein. Franchement, dans presque toutes les entreprises, en banque, dans n'importe quel secteur, quand tu y vas, vraiment, ils ne sont pas très chaleureux, très accueillants. Et tu arrives à avoir, tu as de la clientèle ici au Togo? Oui, j'ai un client dans le secteur bancaire. Ah, d'accord. Oui. Ok. Oui. Ok. Et du coup, oui, Ulrich, je lui laisse D'accord, continuer. ça marche. Plaisir. Ce que moi, déjà, à entendre ton parcours, je dis déjà félicitations. Faire 16 ans en entreprise et décider de partir, aller à l'aventure, comme moi j'aime le dire, c'est assez risqué. Mais quand j'ai suivi un peu la présentation, je me dis, c'était ce qui devait arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que, toi-même tu l'as dit, pendant ces 16 ans, tu as nourri une passion. Peut-être que tu n'avais pas au départ, mais à force de parler avec les clients, tu te dis, mais tiens, c'est intéressant. Tu as développé en fait ce truc-là. Voilà. Et dans la seconde partie de ton argumentaire, en fait, ta présentation, je me suis rendu compte que tu fais aujourd'hui 6 pays. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y a de l'argent dedans. On est d'accord. Donc, tu as des clients et tout, il y a de l'argent dedans. Je dis ça parce que aujourd'hui, la question que je vais te poser, c'est est-ce que quitter son entreprise, là où on travaille, où on est salarié, pour aller faire de l'entrepreneuriat, il faut le faire juste pour la passion, il faut le faire pour l'argent, ou il faut le faire pour les deux? Oui, je pense qu'il faut le faire pour les deux. Parce qu'on peut pas complètement vivre d'une passion et rester affamé parce que on est humain, on a des besoins naturellement, des besoins qu'on doit forcément payer. Voilà, donc on peut partir faire l'entrepreneuriat sur la base d'une passion, mais derrière cette passion, il faut que l'argent rentre. Parce que si je prends moi, mon activité aujourd'hui, je voyage vers les clients pour former ou bien pour des missions. D'accord. Et lorsque je vais juste me baser sur la passion, et je ne pense pas que la passion va me permettre de payer le billet, de payer l'hébergement, tout ce qui est nécessaire pour que je puisse vraiment faire ma mission de manière vraiment efficace. Donc, si on doit rentrer dans l'entrepreneuriat, la passion, on peut partir de la passion, mais derrière, il faut que l'argent rentre pour pouvoir vraiment soutenir cette passion-là. Et parce que si on n'a que la passion et que l'argent ne rentre pas à un moment donné, ça sera compliqué de continuer en fait. Et selon ton expérience, tu penses qu'il faudrait combien d'années à peu près pour qu'on puisse avoir du revenu?
après la passion dont tu parles, quand est-ce que l'argent peut commencer par entrer? Honnêtement, moi, quand je quittais la banque, j'avais fait mes prévisions sur une année. Ok. Et ma foi, je n'ai pas fini, en tout cas, les prévisions que j'avais faites sur une année. Heureusement, j'avais déjà eu des clients, ça fait que je n'ai pas vraiment Senti. Voilà. Donc, je me dis que pour certains comme moi, ou bien sur le marché sur lequel moi je suis partie, il y avait vraiment le besoin. Et je me dis, pour quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa voie ou c'est sur le marché qu'il ira adapter les choses et tout, peut-être 2 ans. Mais pour moi, c'est une année. Ok. J'étais partie sur une prévision d'une année. Ok. D'accord. Oui. Et la transition entre quand tu quittes 16 années, quand même, c'est beaucoup. Bien sûr. 16 ans, et après, tu vas dans l'entrepreneuriat. La transition n'a pas été difficile. Tu as géré comment? Alors, la transition n'a pas été dure. Pourquoi? Parce que j'avais fait une pré-transition. Ok. Et ce que je n'avais peut-être pas dit, c'est que avant de démissionner, j'avais pris une année de congé sabbatique Ok. pour me permettre en fait de préparer. faire l'étude du marché, voir si le projet que je porte, est-ce que ce projet-là est réalisable? Mais c'était Et risqué aussi. Hein? Oui, parce qu'une année de congé sabbatique, en fait, tu as toujours ta place Ok. dans la Une mise en boîte. disponibilité. Voilà. Ok. Tu as ta place, tu ne gardes pas ton poste, mais tu as toujours ta place dans Donc, tu peux l'entreprise. revenir après les une Sauf année. que les 12 mois, tu n'es pas rémunéré. Ok. Tu ne perçois pas de salaire. Et c'est cette pré-transition-là qui m'a permis vraiment de voir sur le marché si déjà le besoin y est et si les gens sont prêts à acheter ce que je suis en train d'offrir comme formation et tout ce qui va, toutes les offres que je viens de citer. Voilà. Et donc, après le congé sabbatique, je suis revenue et comme j'étais à un poste et j'étais en même temps cadre, je ne pouvais pas tout de suite partir. Donc, j'ai refait 6 mois Ok. pour pouvoir liquider les projets sur lesquels j'étais et pouvoir partir la tête haute, en fait. Voilà. Donc, Bravo. Hein? le fait d'avoir fait une pré-transition, ça m'a aidé à voir les choses beaucoup plus en détail et ça m'a conforté, en fait, dans ma position de vouloir vraiment me lancer. Et ça a atténué un tout petit peu les doutes, les peurs et tout. En tout cas, félicitations encore une fois. Et je retiens déjà de ce que tu viens de nous dire que le travail ou le domaine dans lequel tu entreprends aujourd'hui, tu ne le fais pas passion. Donc, tu aimes ce que tu fais. Oui. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, tu ne travailles pas. Tu t'amuses en griffe. On est d'accord. Donc, il y a déjà ce facteur-là. Oui. Deuxième chose, je retiens que tu fais quelque chose qui te rémunère. Donc, ce n'est pas parce que c'est la passion que tu ne le fais pas pour l'argent. Tu te fais payer pour et ça te permet quand même de pouvoir couvrir tes charges, tes besoins, tout ce qu'il y a autour. Et troisième chose que je retiens qui est quand même aussi assez intéressant, c'est qu'avant de te lancer, tu as tâté le terrain. Tu as regardé si cette passion-là que tu as envie, le risque là que tu veux prendre, ça va, est-ce que ça va marcher? Parce que c'est très important, parce que je trouve que certaines personnes se lancent juste comme ça, sans voir si ça a marché ou pas, et puis ils se retrouvent à ne plus avoir de boulot et à aller dans un secteur qui ne marche pas ou quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est important aussi de pouvoir voir, de faire des recherches, faire un audit, tâter le terrain pour se dire, bon, est-ce que ce secteur-là, ça peut marcher et décider après à la fin. En tout cas, c'est ce que moi je retiens de ce que tu dis. Tu as fait vraiment une très belle remarque sur ces points-là. Et je le dis très souvent, on ne quitte pas un emploi juste parce qu'on a envie de quitter. Il faut quand même que, avant de quitter, il faut une préparation pour faire une bonne transition et puis pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés quand tu quittes ton boulot. Tout à fait. Et c'est tout ça là qui nourrit en fait la motivation et qui te permet d'aller vraiment de l'avant. Sinon, tu pourras quitter, mais quand tu n'as
pas vraiment eu le temps de te préparer, quand tu te jettes sur le terrain et que tu te cognes la tête, Tu casses la tu gueule. peux revenir où vraiment tu es là à toucher à tout. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'entrepreneuriat qui sont balancés de gauche à droite par n'importe quel vent. Donc moi, je conseille quand même pour quitter un emploi et aller dans l'entrepreneuriat de vraiment se préparer avant d'y aller. Ok. D'accord. Tu as le plus marqué durant tout ton parcours entrepreneurial? Quelque chose qui t'a vraiment touché, marqué? Touché, marqué sur le chemin de l'entrepreneuriat ou bien quand je me suis déjà lancée, j'ai Disons, démarré. ok, on va partir sur 2 points, en entreprise et aussi quand tu t'es lancé. Ok. Alors, en entreprise, quand je travaillais dans le secteur bancaire, Oui. vous savez, je dis très souvent qu'il est important qu'on se connaisse. La connaissance de soi, c'est très important pour pouvoir vraiment scale up sur beaucoup de choses. Et pour je vais raconter une anecdote. Oui, avec Plaisir. plaisir. Vous savez, l'année 2020 a été une année difficile. C'était l'année Covid. Oui. Et donc, dans les entreprises, il y avait tout un plan de rotation parce que il faut une limitation de personnes qui doivent vivre sur un périmètre donné et tout et tout. Donc, du coup, on travaille, le personnel est réduit. Et en ce moment, moi, j'étais directrice d'agence. Et il arrive que je me retrouve avec un caissier et même pas d'agent clientèle. Et donc, j'étais au four et au moulin. Il m'arrive même d'aller à la caisse pour compter de l'argent parce que j'ai déjà fait la caisse, je sais comment la caisse se passe et tout. Et quand on termine cette année, c'était vraiment dur, mais grâce à Dieu, on a atteint nos objectifs. Mais ce qui m'a le plus choqué, en fait, ou bien ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'en début 2021, j'ai un client VIP et comme les entreprises étaient sur Covid, il y avait quand même des dispositions, genre réduction des charges. Et en début d'année, les gadgets qu'on recevait pour les clients VIP n'étaient vraiment pas ce que les clients recevaient avant. Je dis de n'importe quoi, si le client VIP recevait 3 agendas, mais après Covid, c'est peut-être un agenda. Et donc, quand j'ai reçu le colis, j'ai envoyé à un de mes clients et ce que j'ai eu comme retour, le client m'a appelé, m'a chauffé. Ce n'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est que dans les évaluations, parce que le client s'est plaint, il a remonté l'information au niveau des RH. Et j'ai eu un mail, on a envoyé un mail pour dire que j'ai mal parlé au client, alors que je n'ai pas mal parlé au client. Et j'avais même l'habitude d'enregistrer les conversations avec les clients. C'est systématique pour moi. Et du coup, avec tout ce qui s'est passé l'année-là, j'ai été sous-évaluée. Oh. En temps normal, même si on se base sur la plainte du client, c'est en janvier. Et ça couvre, en fait, ça doit pénaliser, si pénalité il y a, ça doit pénaliser normalement l'année 2021. Mais au finish... Ça a débouché sur 2020. Et du coup, j'ai travaillé dur, mais finalement, j'ai été mal notée et tout ce qui suit. Je n'ai pas reçu de bonus, de gratification, tout ça. Pourquoi je raconte cette anecdote-là? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, lorsqu'on travaille pour quelqu'un, c'est les autres qui... Il arrive des moments, les autres vont décider à ta place. Okay. Et tu n'as pas mot à dire. Impuissante, ouais. De vouloir changer la tendance. Mais quand tu es à ton propre compte, c'est plus relax. Effectivement. Quand tu es à ton propre compte,
là, tu sais comment ajuster les voiles. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu sais quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, finalement, je me suis rendu compte que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, ton destin, en fait, est dans les mains des autres. Et c'est les autres qui décident à un moment donné. Et nous tous, nous savons que dans certaines entreprises, la promotion et le regressement des gens, tout ça dépend de quelqu'un qui, juste, ta tête ne lui a pas plu ou bien dans une situation inconfortable, il a tiré une conclusion et a déposé sur la table d'un comité qui ne te connaît vraiment pas, qui n'a pas vu peut-être tout le parcours que tu as fait. Et du coup, ça a sonné fort dans ma tête parce que moi, j'ai travaillé pendant très longtemps et je n'ai jamais eu de plainte sur moi. Donc, c'était le déclencheur. C'est ce que j'allais demander. Ouais. C'était le déclic? En quelque sorte, okay. En fait. En quelque D'accord, sorte. ok. Donc, tu vois la difficulté, tu travailles, mais c'est les autres. Il arrivera des moments où les autres vont décider de ce qu'ils vont faire de toi et comment ils vont te traiter. Et c'est fort. Et pour quelqu'un qui ne se laisse pas faire, moi, je suis du genre, je suis très loyale, je suis très sérieuse. Voilà, les gens qui me côtoient, ça. Mais je n'aime pas qu'on me piétine. Okay. Et je n'aime pas l'injustice. Et voilà. Donc, c'est ce que je pourrais raconter par rapport aux difficultés dans le monde de salariat. Oui. Maintenant, dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat, je dis souvent que je suis bébé dans ce monde-là. Ulrich, c'est une année, c'est ça? Oui, disons une année et quelques mois. Dans le monde... Tu voulais dire Ulrich? Je vais dire que c'est Ulrich le boss. Non, pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu as combien d'années déjà en entrepreneuriat? 10 ans. Wow, que ce soit, beaucoup, hein? Ouais, 10 ans. Que ce soit 10 ans ou même une année, il y a quand même chacun son expérience. Hein. Mais toi aussi, tu vas nous dire un peu. Ce n'est pas moi l'invité, c'est elle l'invité. Oui, mais tu il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, dans le monde entrepreneurial, je dirais, ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est que c'est les goulots d'étranglement dans les institutions avec lesquelles je travaille. C'est-à-dire que lorsque vous décrochez un contrat ou bien vous voulez dealer avec une entreprise, parce que moi, j'ai 2 cibles, c'est-à-dire je travaille avec les entrepreneurs et je travaille avec les grandes entreprises, les corporés. Et ma foi, c'est le problème que je rencontre très souvent, c'est en tout cas, la lenteur dans le process. Ça, un contrat que j'exécute en juillet aujourd'hui, je l'ai commencé en novembre de l'année passée. Tant que ça ne soit validé, oui. les allers-retours. Et à chaque pays, les réalités sont différentes. Quand tu es au Togo, les réalités par rapport à cette question-là, elle est différente. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, et tout ça là, c'est différent. Mais c'est ce qui me dérange le plus. Et parmi ces 5 pays, quand tu envoies les correspondances, les gens peuvent prendre ils prennent leur temps, en fait. 2 semaines, 3 semaines pour répondre, ne serait-ce qu'à un mail. Alors que moi, j'ai évolué dans un groupe où tu ne peux pas voir un mail et ne pas répondre. Plus que 24 heures et ne pas répondre. Donc, je venais avec cette habitude-là où il faut être vraiment réactif sur ces genres de détails. Et là, je tombe dans des pays où ça peut faire 1 mois, tu envoies un mail et tout. Et la dernière fois, ces 5 pays, c'est lequel pays est le moins Je te dis que le plus, ces difficultés-là, je l'ai rencontrées beaucoup plus avec la Guinée-Conakry. Okay. Et Dieu merci, c'est pas le tout. Ouais. En fait, je me disais peut-être ça allait de ça, mais Dieu merci. Dieu merci. J'envoie un mail et c'est après 3 semaines que
un directeur de 3 département semaines. me répond et me dit « Ah, et si j'avais un problème avec mon mail ?» Oh, Ok. Alors que d'autres personnes étaient... Ont répondu en copie. Non, en fait, en copie du mail. Ils ont parce répondu. qu'il est ils directeur auraient pu de répondre. directeur de département, si tu ne recevais pas de mail, quand même tes collaborateurs sont Oh, en bien sûr. copie, peut-être leur dire, ah, si il y a un mail vraiment urgent, Informez-moi. faites-moi savoir pour qu'on puisse réagir là-dessus. Voilà. Et même pour une grosse entreprise, 3 semaines, c'est quand même C'est beaucoup, énorme. hein. Je t'assure. Et ça fait ralentir les choses de manière dingue, quoi. Ok. De venir sur moi, ce que oui. je voulais lui demander, déjà, tu as des collaborateurs? Oui, Dans ton actuellement, entreprise. j'ai 2 collaborateurs permanents. Ok. Mais il y arrive des moments sur certaines missions, je prends des Bien, freelances. ok, d'accord. D'accord, ça marche. Alors, cette remarque que tu as faite sur les entreprises ou le processus est lent, est-ce que ça se passe chez toi? Non. Ok, d'accord. Tu as expliqué une problématique qu'il y a dans les entreprises avec lesquelles tu travailles, tes partenaires. Oui. Et tu me disais que tu n'as pas cette problématique chez toi. Alors, ma question c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas cette problématique chez toi? Comment tu as fait toi? Parce que on peut aussi profiter de cette émission-là pour pouvoir informer en fait les gens qui nous regardent. Peut-être que là, aujourd'hui, il y aura un directeur de département ou d'une entreprise qui va suivre aussi et peut-être qu'il y a le même problème. Donc, on pourra trouver une approche de solution par rapport à ces équipes. Donc, toi, aujourd'hui, comment tu fais pour que tes équipes soient réactives? OK. Alors, donc moi, déjà, il y a une culture d'entreprise. D'accord. Et dans cette culture d'entreprise-là, on est appelé à réagir aux mails. Ok. On est appelé à être proactif. D'accord. On est appelé à être vraiment réactif sur les demandes, les requêtes. Parce que on ne peut pas dire qu'on est en train de faire de la relation client et que derrière nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner le Tout à fait, bon ça, je suis d'accord. exemple. Et du coup, moi, j'ai des SLA par rapport à chaque requête. Si je prends par exemple une requête... Pour les profanes comme nous, c'est quoi SLA? Le SLA, c'est le délai Ok. réglementaire Ok. dans lequel tu dois réagir par rapport Un à une message, demande. une demande. Ok. Super. Voilà. Et c'est Ok. combien de temps pour Et tout? moi, pour les mails, c'est 24 heures. Ok. Ok. Et du coup, quand tu ne réagis pas sur un mail qui t'est adressé après 24 heures, moi, je vais réagir. Ok. Mais après, derrière, tu Il y a une auras petite à association. m'expliquer Pourquoi en est-ce fait que- pourquoi et ça. Et il y a une ligne sur les KPI de mes collaborateurs sur la réactivité. Et lorsque à chaque fois on te relance, ou moi je réponds, ou quelqu'un d'autre répond à tes mails ou bien des requêtes qui t'est adressées, ça voudra dire que tes points sur cette ligne KPI-là, ça va descendre et ça ne t'arrange pas. KPI aussi, c'est quoi? Tu peux expliquer? En pour fait, le ceux qui KPI, savent pas? c'est une fiche d'évaluation où, bon voilà, les objectifs par employé D'accord. et donc sur quoi on doit aller, quels sont les objectifs que cette personne-là est obligée de suivre pour voir sa performance. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est assez clair, ça marche, merci pour les précisions. Je pense que ça fait partie déjà de ton corps de métier, tout ce que tu as expliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut te solliciter pour justement les aider à corriger cette problématique-là et à mettre en place ce processus-là. Bien sûr. D'accord, super. Ok. Du coup, disons que tu as une vie personnelle et professionnelle, non? Bien sûr. Du coup, comment tu gères ta vie perso et pro? C'est un peu difficile en tant que femme. J'avoue que c'est un tout petit peu difficile, pas trop difficile, parce qu'aujourd'hui, j'ai un grand garçon, donc il est autonome. Mais si je retourne en arrière, lorsque j'étais en entreprise, là, c'est vraiment toute une organisation. Ok. Et ce qui m'a permis vraiment de gérer cette vie, faire l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est et l'organisation et la communication. Ok. Alors, lorsque je parle d'organisation, j'ai mis en place tout de suite un système d'autonomie. Déjà à 10 ans, mon fils, il peut rentrer avec le chauffeur et laisser le chauffeur partir.
mais il sait ce qu'il est censé faire même si on n'est pas là. Parce que son père était aussi entre les 2 avions, donc la plupart du temps, je reste seule avec lui. Je n'avais pas de bonne, par principe. Donc, j'avais une bonne qui venait tous les samedis pour faire ce qu'elle a à faire. Mais elle ne dort pas chez nous tous les jours. Voilà. Donc, déjà à 10 ans, il pouvait rentrer seul. Il sait qu'il va chauffer la nourriture à manger au micro-ondes. Après, il va se doucher, faire ses devoirs. Et maintenant, après ça, s'il a le temps, avant d'aller au lit, regarder la télé. Et il a 1 heure pour aller au lit. Mais la plupart du temps, même si son heure d'aller au lit est arrivée et que je ne suis pas encore rentrée, il m'attend. Oui. Et quand tu arrives, tu es là, tu es rentré, bisous, mignon, et puis ça. bon, voilà. Et très rapidement, j'ai appris à mon enfant l'autonomie. Donc, il peut faire des choses sans que quelqu'un soit là. Et je communique beaucoup avec lui. Parce que je lui explique qu'en réalité, il a besoin d'être autonome pour nous permettre de travailler, pour lui offrir le meilleur. J'aime cette mentalité-là. Et donc, on parle beaucoup. Et pour combler un peu l'absence, le fait qu'il rentre sans me voir, j'avais toujours des petits mots d'amour que je mets sur sa table d'études et tout pour remplacer un tout petit ou combler ce vide-là. Mais on a été toujours fusionnels. Voilà. Alors, si tu le permets, Salim, moi, ce que je voulais savoir, vu qu'on rentre dans la thématique famille, comment est-ce que ton mari, a appris ou a pris ta décision de quitter ton emploi pour te prendre? Comment déjà tu lui as annoncé? Est-ce qu'il était d'accord? Est-ce qu'il t'a peut-être encouragé ou il a refusé carrément? Bon, comment c'est passé? En réalité, je suis du genre un peu têtu. D'accord. Pour ne pas dire très têtu. Quand j'ai quelque chose dans ma tête et que je suis convaincue que c'est ce que je veux pour moi et que c'est ça qui va me faire du bien, je saurai comment t'amener à s'aligner. Et la plupart du temps, les gens me disent que j'ai une influence positive sur les gens. Les gens n'ont pas toujours le choix de dire non. En fait, la femme, je pense qu'elle est comme ça. Hein. Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour y arriver. Et puis, ce que moi, je veux m'ajouter, c'est que peut-être aussi, ça vient de ces 16 ans en service clientèle en Griffe. Oui. Le fait de côtoyer les gens, à un moment donné, tu as tellement côtoyé les clients que tu peux gentiment les amener. Donc, tout ça a joué. Et ça, ce art-là, je maîtrise. Et pour la petite histoire, j'ai un de mes oncles et il ne donne jamais de l'argent à ses neveux et tout. Même ma mère, c'est-à-dire c'est le grand frère à ma mère. D'accord. Et donc, dans la famille, à Messie Ngbonabe, Ninebe, gars. Non, là, lui, là, doya. Bon, bref, que quand tu veux vraiment avoir son argent, il faut galérer. Mais franchement, cet oncle, quand je lui demande quelque chose, il me donne c'est que séance. Et ce qui fait que quand ces enfants, même ces enfants, donc ces enfants, quand ils ont vraiment des demandes lourdes, passe par toi. C'est-à-dire qu'il faut me voir. Et puis, c'est moi qui gère ça. Le dossier. Et la dernière fois, sa femme me dit, si ce n'était pas toi là, qu'est-ce qu'on aura dans cette maison juste pour rigoler en fait. J'imagine. Donc, d'accord. Donc, voilà, monsieur n'a pas été con, tu as réussi quand même à le convaincre. Ok, d'accord. Je l'ai préparé parce que après, moi-même, après que j'ai fait 10 ans à la banque, je savais que je n'allais pas finir mes 30 ans ou bien aller à l'âge de la retraite à la banque. D'accord. Parce que derrière moi, il y a aussi ce côté liberté. Et le secteur bancaire, c'est un secteur très, très
carré. Ok. Il faut, parce que, bon, c'est normal, parce que C'est c'est l'argent des gens. Il faut Et bien donc, gérer. il faut faire les le choses minimum comme de ça, risques comme possible. ça. Et la routine et moi, on fait vraiment pas chemin ensemble. Tu as Donc, fait quand même 16 ans. Donc. Voilà, donc je Tu as résisté. savais que j'allais partir. Donc, je prenais le temps de préparer mon mari pour lui dire, voilà, à un moment donné, il faut que je puisse aller dans une autre dimension de ma carrière et évoluer comme ça. C'est ce qui me fera vraiment plaisir. Et il a accepté. Oui. Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont découragé au moment de ta décision, qui n'y croyaient pas? Parce qu'aujourd'hui, quand même, je pense que de ce que j'ai compris, ça va, tu t'en sors bien. Donc, est-ce qu'il y a eu au début des gens qui n'y croyaient pas, qui t'ont dit, mais non, tu ne vas pas gagner de l'argent? Et comment tu as pu gérer ça? Comment est-ce qu'ils te regardent aujourd'hui? J'avoue que je parle de moi, je ne parle pas de moi à qui veut l'entendre. Okay. Et je fais un tri vraiment, c'est pas un vrai tri dans ce que je dois dire, à qui je dois dire et tout. Okay. Et quand je voulais aller dans l'entrepreneuriat, il y avait mon mari, il y avait mon père. Quand je dis mon père, c'est mon père est décédé et du coup, avec les totes et pénales, je lui en ai parlé. Qui représente le papa. Voilà. Mais je n'ai pas mis un délai dessus, mais j'étais déjà dedans quand je lui ai dit que je veux me lancer dans ça et ça et ça. Et je lui ai dit pourquoi et voilà. Mais ce qu'il m'a dit, c'est que c'est juste ma bénédiction que tu veux. Et comme je sais que quand tu veux quelque chose, tu t'y mets dedans, tu mets toutes tes énergies pour que ça marche. Et donc, il n'a pas peur pour que ça marche. Mais de l'autre côté, il y avait des amis, je dirais 2 ou 3 amis à moi avec qui je pouvais partager des dîners ou bien des déjeuners en week-end. Quand je me suis lancée, je ne dirais pas qu'ils ne croyaient pas en moi, mais ils pouvaient voir mes posts parce que moi, je suis très, très LinkedIn. Mais c'est des gens qui sont sur LinkedIn, ils voient mes posts, ils ne commentent pas. Mais je pensais que c'est des gens qui allaient vraiment me soutenir. C'était une douche froide parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Okay. Et du coup, j'ai quand même remarqué que ces personnes-là ont créé une distance qui ne dit pas son nom. Et c'est quand ça a commencé par prendre, ils ont vu que ça marchait. Il y a une qui était aussi dans le secteur bancaire, qui me demandait comment tu as fait. Tu sais, moi aussi, je voulais me lancer. Quels sont les soft skills? Tu as fait des formations. Quelle est la démarche que tu as entreprise avant de... Il faut le dire après de suivre l'émission. Voilà, donc c'est un peu ça. OK. Je n'ai pas eu le temps d'en parler à beaucoup de personnes et c'est ça. D'accord. C'est ça, je veux dire aussi en Afrique, la difficulté d'avoir notre entourage nous soutenir quand on veut se lancer. Ils attendent de voir quand ça marche avant de venir maintenant se dire « Ah oui, comment t'as fait? Explique-nous et tout. » C'est bien dommage, mais bon. C'est dommage. Oui. Moi, je pense que c'est aussi une problématique d'éducation de zone de confort. Je pense que... on nous a beaucoup éduqués à suivre une ligne, genre tu vas à l'école, après tu as ton diplôme, tu es dans une entreprise, voilà, et puis tu es tranquille, pas de risque. Voilà, on nous a pas appris vraiment à prendre des risques. Donc parfois, quand tu veux être celui qui pense au-delà de la boîte, déjà, tu deviens la brebis galeuse de la troupe, on te met de côté parce que toi, tu ne veux pas comme tout le monde. C'est assez compliqué. Donc bon, je pense que c'est plus une histoire d'éducation. Il faut que peut-être des gens comme vous et moi, on puisse commencer par changer avec nos enfants, leur faire comprendre qu'on va les soutenir, s'ils ont des idées, tout. Ça peut peut-être au fur et à mesure grandir. Mais en tout cas, si. Voilà. C'est vrai que dans la société dans laquelle on est, quand tu n'es pas dans les cages, les cases qu'on a mis en place, que le système social même. Du coup, tu n'es pas vraiment bien vu. Des fois, même quand on veut parler de toi, c'est... bon,
Ah, les collations, on m'a l'eau. Donc, du coup, mais moi, j'aime bien parce que je n'aime pas faire les choses comme les autres le font. Et c'est un défi que tu te poses toi-même, tu te dis, tu vas y arriver pour leur montrer qu'ils ont tort, quoi. Ouais. Dis-moi, est-ce que ce soit dans la vie professionnelle ou, bon, quand tu es professionnel en entreprise, bien sûr, ou après, quand tu as lancé ta propre boîte en entrepreneur, est-ce qu'il y a quelque chose, des conseils qu'on t'a donnés qui t'ont marqué jusqu'à aujourd'hui, qui un peu comme ton petit message que tu as quelque part, que tu te rappelles, qui t'aide vraiment à pouvoir faire le chemin? Des conseils venant d'autres personnes, de proches, d'amis, de ton mari peut-être, de ton père, comme tu dis, ou de gens qui t'ont vraiment aidé dans ton parcours. Voilà. Et il y a un conseil que mon père ne cesse de dire. Okay. Et vous savez, j'aime beaucoup mon père. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas mon père. J'adore. Bon, on en parlait en antenne. Tu sais, les femmes, c'est les papas. Voilà. Et les hommes, c'est les mamans. Donc, voilà, on va pas ouvrir le débat. D'ailleurs, quand tu vois la photo de mon père, c'est-à-dire, tu me vois, tu sauras en même temps que je suis sa fille, en fait. Et vous êtes combien? On est 5. Okay. Mon père est polygame, mais du côté de ma mère, voilà. Et les filles? Les filles, on est 3. Okay. 2 garçons. Et 2 garçons. Okay. Voilà. Donc, du coup, mon père a toujours dit, il faut être toujours bienveillant envers les gens parce que tu ne sais pas qui sera derrière une porte un jour. Et peut-être c'est cette porte-là qui va t'emmener vers, voilà, qui va s'ouvrir à toi, qui va t'emmener dans ta destinée. Quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton intelligence, traiter les gens avec bienveillance. Et moi, j'ai grandi dans une famille où la bienveillance était la règle de tous les jours. Chez ma mère, tu ne peux pas cuisiner et à la fin que la nourriture finisse. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et dans le quartier, on a surnommé notre maison la maison du peuple. Tout le monde peut venir manger, prendre quelque chose et partir. Donc, voilà, la bienveillance, c'est une règle qui m'accompagne tous les jours que Dieu fait. Et tu l'appliques dans ton entreprise actuelle? Oui. Même au-delà de ton entreprise, moi, je dirais même que... Dans la vie? Dans la vie, et en fait... à entendre son histoire et par rapport aux questions qu'on lui pose, moi j'ai l'impression qu'il y a une corrélation tout tourne autour en fait des relations humaines. Oui. Là, le conseil qu'on donnait, c'est par rapport à la bienveillance, donc c'est les humains, il faut bien traiter les gens. Tu parles de service client, en fait j'ai l'impression qu'elle était prédestinée en fait. Honnêtement. À ça, parce que là en fait il y a une corrélation entre tout ce qu'elle dit et ça tourne toujours autour de l'humain. Prendre soin des gens, bien servir les gens, bien répondre aux gens, bien traiter les gens, en tout cas. J'ai grandi dans ça et voilà. Ça marche. Super. Si les gens veulent te contacter, c'est sur LinkedIn, c'est ça? Tu disais oui, que tu étais je suis très active sur LinkedIn. C'est maintenant qu'on essaie d'aller vers les autres réseaux. Et donc, voilà, LinkedIn. Et c'est possible de... Bon, en fait, le contact de l'entreprise, c'est plus 221 76 576 98 51. D'accord. Un numéro sénégalais, c'est ça? Oui, okay. Oui. Mais c'est sur WhatsApp. On peut contacter ce numéro-là de partout. Ça marche. Dernière question. Je ne sais pas si on est en train d'arriver à la fin parce que ça, on n'a même pas vu. D'accord, on n'a même pas vu. Je voulais on n'a même pas vu le temps passer. Tu vois que finalement c'était intéressant. Alors donc moi je vais poser peut-être une dernière question avant de laisser Solim clore l'émission. Prenons toi ici d'il y a 20 ans. Ok. Supposons que dans le siège en face de toi, c'est ici d'il y a 20 ans. Ok. Qu'est-ce que tu te dirais? Je sais pas, c'est peut-être 2, 3 trucs. Parle à toi-même, ok, et dis-toi 2 ou 3 choses qui peuvent peut-être influencer là ici d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais savoir peut-être il y a 20 ans par rapport soit à la vie, par rapport à ton parcours professionnel ou entrepreneurial? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Qu'est-ce que j'aurais aimé... Ou tu te donnes un conseil, quoi, comme si tu étais en face d'un miroir. Aimer dire à ta il y a 20 ans en arrière.
Je disais tantôt que quand on démarrait, que je fais difficilement confiance aux gens. Oui. C'est parce que, et s'il y a 20 ans, c'est quelqu'un qui fait confiance aveugle. OK. Parce que je pensais que les gens sont comme moi, parce que de nature, et si c'est une personne transparente, je ne suis pas hypocrite, je suis directe. Si tu me fais quelque chose, c'est pas bon, je te dis ce que tu m'as fait dans les règles de l'art, en fait. Je n'ai pas apprécié pour que demain, tu ne répètes pas la même chose. Et donc, je ne pourrais pas dire quelque chose derrière toi et ne pas pouvoir te dire en face. Du coup, je pensais que les autres personnes sont comme moi. Et donc, je fais confiance. Mais j'ai eu des déceptions sur des personnes que, j'avoue, je pensais que c'est des gens qui ne peuvent jamais me faire ça. OK. Et donc, si j'ai quelque chose à dire à Essie d'il y a 20 ans, c'est de vraiment faire attention. Quelqu'un avec qui tu es aujourd'hui, qui te démontre ses dents blanches, derrière, tu ne sais pas ce qu'il complote derrière toi. Donc, c'est toujours savoir donner confiance aux gens, mais toujours avoir le bénéfice de doute. Et voilà. Ça marche. Merci. Ah, mais c'est bien, hein, franchement. Oui. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, faire confiance à quelqu'un, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu te laisses aller, tu es gentil, ils veulent te piétiner et c'est bien. Bon. Et moi, après, c'est ce conseil que je donne très souvent à mon fils. Okay. Je lui dis, c'est pas parce que la personne te sourit, c'est pas parce que la personne est bienveillante avec toi que tu penses que c'est... Donc, il faut toujours laisser une marge pour se poser des questions ou bien de ne pas dire que cette personne ne peut jamais me faire ça. Tout le monde peut faire tout. C'est-à-dire, même si c'est tes proches, les gens avec qui tu manges tous les jours et tout, ça peut arriver. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, même si tu fais confiance aux gens, laisse toujours une marge qui te permet de te poser des questions, de bonnes questions et reste objectif. Voilà. D'accord. Et maintenant, pour conclure, quel conseil tu pourras donner à la jeune fille qui te suit, qui aimerait suivre ta carrière? Beaucoup de conseils, finalement. On est là pour ça. Oui. Alors, si j'ai un conseil à donner à une jeune femme qui veut suivre mes pas, c'est d'abord... Même un jeune homme. Oui, un jeune homme. OK. Oui, mais on privilégie la femme. Il n'y a pas de souci. Les femmes d'abord, on se sert d'abord. Voilà, c'est d'abord de s'aimer. S'aimer parce que aujourd'hui, ou depuis toujours... L'éducation qu'on a reçue, c'est que la femme doit s'occuper des autres. La femme doit être sûre que ses enfants ont mangé avant de manger. La femme doit être sûre que son mari va bien avant d'aller au lit. On est éduqués à faire passer les autres avant nous. Ça fait que il arrive des fois certains choix que nous devons faire. Nous ne les faisons pas de manière objective. Okay. Donc, si tu t'aimes, il y a des choses, quand tu te préfères en fait, quand tu t'aimes toi-même, il y a des choses, les décisions que tu vas prendre ne peuvent que aller dans le sens de t'offrir le meilleur. Et ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que les femmes n'osent pas se faire vraiment plaisir, s'aimer. On veut ressembler à tel, on veut ressembler à tel, mais c'est pas ça. Il faut d'abord s'aimer tel que qu'on est. Je m'aime ici tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et maintenant, pour aller vers tes objectifs, il faut vraiment les fixer. Et aujourd'hui, tu poses les questions aux jeunes. Qu'est-ce que tu aimerais faire où tu voudras être dans 5 ans? Je t'assure que 70 ou plus
ne vont rien dire d'important, de concret. Donc, savoir se fixer en fait des objectifs. Et travailler pour atteindre les objectifs. Parce qu'une chose aussi est de fixer des objectifs, mais l'autre chose, c'est de pouvoir travailler sur ces objectifs-là pour y aller. Et la troisième chose, c'est de croire en soi. On est des gens, on fait de merveilleuses choses, mais on a toujours des doutes. Ouais. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis... Le syndrome de l'imposteur. Donc, il faut qu'on arrive à se faire confiance, à avoir confiance en notre vision, en ce qu'on veut faire, et le reste, croire en Dieu, parce que quoi qu'on dise, il y a quelqu'un... Un être supérieur. C'est lui qui mène la barque. Voilà, donc tu peux mettre tout ça là en place, mais c'est à lui le dernier mot. Donc, il faut aimer Dieu aussi. Maintenant, comment faire pour travailler sur soi, pour avoir vraiment confiance en soi, comme tu l'as dit dans tes premiers points? Alors, moi, ce que je fais, ça peut être aussi banal. Je ne sais pas si c'est ça qui me permet de booster en fait ma confiance en soi. Moi, je crois tellement si je veux faire quelque chose, c'est que je me dis que ça doit marcher. Okay. Et pour moi, si j'ai l'idée, c'est que ça doit marcher. C'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. Ce que je fais tous les matins que Dieu fait, déjà, je ne me réveille pas tôt. Quand je me réveille. C'est normal. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu te lèves quand tu veux. Non, ce n'est pas évident. Je connais des entrepreneurs qui se lèvent très tôt. Donc, du coup, je regarde dans le miroir. J'ai des phrases que je dis. Quand ça passe dans ma tête, je dis « Tu es battante, tu es brillante, tu es belle, tu es intelligente. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. » C'est que tout ce qui me passe par la tête, les bons mots, la bienveillance, tout ça, je me le dis. Et il faut, lorsqu'on parle de confiance en soi, c'est quand tu te connais aussi, quand tu sais que tu veux aller quelque part. Est-ce que tu as les moyens pour y aller? Tu veux aller à Kpalimé aujourd'hui. Est-ce que tu as les moyens? Si tu dois prendre taxi pour y aller, est-ce que tu as 2000 pour payer? Tu ne peux en aucun cas marcher aujourd'hui pour aller. Mais tu peux marcher pour arriver peut-être dans je ne sais combien de jours. Mais il va falloir que tu aies au moins la base, le minimum, le moyen qu'il te faut pour pouvoir vraiment faire tes choses. Donc, tout ça, c'est tout ça qui te permet de te dire oui, je peux le faire. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas faire quelque chose si tu n'as pas les moyens pour le faire. Et les moyens les plus gratuits ou bien les moyens qui sont gratuits, c'est avoir la foi, c'est les compétences que tu as. Si moi, je dois créer un cabinet sur la relation client et quand j'y crois, c'est parce que j'ai des compétences pour y arriver. Et je ne peux pas dire que je vais créer un cabinet pour former les gens si moi-même je ne connais pas en fait ce que je vais aller les déployer comme formation. Donc, voilà. Merci. C'est vraiment un parcours très inspirant et une belle expérience que tu as partagée avec nous. Nous te remercions sincèrement et Ulrich, je ne sais pas si tu as quelque chose à... Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ce genre de discussion, même jusqu'à demain matin, on n'aura pas fini. Donc je pense qu'à un moment donné, peut-être on va la recevoir encore une autre fois oui. dans une autre émission pour continuer peut-être. Et puis voilà, sinon moi, je suis vraiment satisfait et beaucoup de courage. Parce que c'est pas facile, surtout faire le pas. Après 16 ans, et je pense, en tout cas, quand je la vois parler, je l'entends parler, comme je disais tout à l'heure, il y a une cohérence. On sent qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle est à l'aise dans genre, pour rien au monde, je pense qu'elle va vouloir changer de métier. Et pour moi, c'est ça même l'essence de l'entrepreneuriat. Oui, la passion. Voilà, faire quelque chose que tu aimes faire, bien sûr, dans lequel tu gagnes de l'argent, mais il faut aimer ça. Quelque chose pour lequel chaque matin, tu peux te réveiller et dire, je continue à y aller. Donc voilà un peu. Et refléter sur tout ce que tu fais. Tout à fait. Et pour la petite histoire, quand j'ai démarré mon activité, quand je vais dans les premières
prospection que j'ai eu à faire, je l'ai fait comme je n'ai pas pris un commercial ou un business developer pour aller. J'allais mes premiers contrats, surtout avec les corporates, j'y vais moi-même. Je prends le rendez-vous, j'y vais. Et la plupart du temps, sur les entreprises que j'ai eu à rendre visite ou bien à prospecter, je vous assure que 90%, on a démarré le contrat. Et quand je leur demande qu'est-ce qui vous a poussé à me donner ce contrat, sachant bien que je viens juste de créer, je n'avais pas de preuve sociale, je n'avais pas de recommandation, je viens vers vous, je vous dis, je peux vous aider dans la gestion de relations clients de votre entreprise. Et tout de suite, vous me dites, OK, ça nous parle, est-ce que tu peux nous faire une proposition et tout. Qu'est-ce qui vous a motivé à me choisir? Et la plupart du temps, les retours, c'est que vous reflétez en réalité ce que vous venez vendre parce que vous êtes agréable à entendre, vous discutez avec les gens et voilà, vous ne pouvez pas ne pas faire un bon boulot. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Clémour Halayo. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Merci à Essie d'avoir partagé son parcours inspirant et nous espérons que cet épisode vous a plu autant que nous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt et prenez soin de vous. Bye.